Dimension évolutive extrait de Charrette pour des équipes responsables. Voici une figure qui représente la dimension évolutive. Au centre, on y retrouve les différents modèles de compréhension de l'évolution d'un groupe ou d'une équipe de travail. Et autour, on a la naissance, le mode d'accès, la durée et l'intensité qui ont un effet sur l'avancement de l'évolution d'une équipe. Voici les composantes que nous allons aborder dans ce PowerPoint narré, c'est-à-dire la naissance, le mode d'accès, la durée, l'intensité, les stades freudiens, les phases d'évolution, les étapes de climatisation et les 10 critères de maturité d'un groupe ou d'une équipe. La naissance d'une équipe va influencer sa composition, son climat, la motivation des membres et son évolution. Une équipe ou un groupe peut naître de manière spontanée, imposée ou volontaire. La naissance spontanée se fait par hasard et parfois accidentellement. Les membres prennent conscience qu'ils ont les mêmes intérêts. Ils veulent réaliser le même but. Essentiellement, le but naît d'un ensemble d'affinités entre les membres. La naissance imposée se produit lorsque les membres n'ont pas le choix d'être ensemble. L'équipe naît grâce à l'organisation d'une structure imposée, grâce à l'obligation de réunir des efforts au sein d'une organisation, d'une institution. Ce type de naissance comporte de fortes implications sur le développement de l'équipe. La naissance volontaire implique un but commun dès le départ. Les membres y adhèrent volontairement et consciemment. Le besoin individuel de bénéficier de la force collective pour réaliser un but particulier fait que l'équipe ne naîtra pas accidentellement. Selon Limbos, il y aurait 3 stades lors de la naissance d'un groupe ou d'une équipe. Le premier stade est la coexistence. Cela signifie que les membres ont leur propre objectif individuel. Le deuxième stade est celui du compromis. Dans le fond, on négocie les objectifs. À ce stade, chacun découvre et comprend les objectifs des autres. Le troisième stade correspond à la fusion. La vie de l'équipe amène les prises de conscience effectuées par des évaluations ponctuelles des objectifs communs, ce qui permet d'en arriver à une vision commune de l'objectif. Quant à Morin, elle identifie 5 moments qui caractérisent la naissance d'une équipe. Ceux-ci appuient les indicateurs de la naissance présentés par les autres auteurs dans le domaine. La présence d'un besoin ou d'un intérêt chez les individus, c'est le premier moment de la naissance. La prise de conscience de l'interdépendance entre certaines personnes pour répondre aux besoins ressentis est le second moment. On se rend compte qu'on a besoin des autres pour atteindre l'objectif. Par la suite, le fait de connaître une finalité commune engendre le troisième moment. Et l'organisation des relations entre les individus est le quatrième. Puis le développement de l'appartenance à l'équipe est le cinquième moment de la naissance. L'accès au groupe est intimement lié à sa façon de naître, de même qu'au but poursuivi. La nature du but poursuivi, ainsi que les moyens choisis pour y arriver, influencent le mode d'accès. À son tour, le mode d'accès influence l'évolution de l'équipe. On a généralement 3 manières d'accéder à un groupe, soit de manière ouverte, semi-ouverte ou fermée. Le mode ouvert, c'est une équipe dont le mode d'accès ne place aucune restriction pour appartenir à ce groupe. Donc, tous les volontaires sont bienvenus. Lorsqu'on va du côté du semi-ouvert, ce type d'équipe ne permet pas à quiconque le voudrait de s'intégrer aux autres. Par exemple, une personne pourra seulement adhérer à l'équipe si elle est présentée aux membres. Dans une telle situation, le membre potentiel est introduit par un ou des membres en règle. D'autres critères peuvent aussi rendre l'accès à l'équipe plus difficile. C'est alors un accès à ce groupe qui est partiellement ouvert ou partiellement fermé. Bon, ça dépend comment on regarde ça. Le mode fermé, quant à lui, c'est que les conditions d'admission se montrent très sévères ou très nombreuses. Ce mode d'accès permet aux membres en place de contrôler le nombre d'individus. Il arrive souvent que ces critères servent à réduire le nombre de membres ou à surveiller la qualité de ceux qui en feront partie. Ici, on aborde les concepts de durée et d'intensité. On les associe ensemble ici parce qu'ils ont un lien très fort au niveau de l'évolution d'une équipe ou d'un groupe. La durée et intensité fait référence aux événements qui sont vécus, ainsi qu'au temps qui est passé en équipe pour atteindre le but fixé.
Évidemment, la durée, c'est la donnée quantitative, c'est facilement mesurable. L'équipe a vécu un total, je ne sais pas moi, de 300 heures ensemble, donc on compte les moments où ils sont réellement ensemble. C'est analysé en regard de l'intensité pour ne pas biaiser les interprétations. Ça ne peut expliquer la vitesse d'évolution d'une équipe. Donc, on ne peut pas dire une équipe va être mature, par exemple, au bout de, je ne sais pas moi, 24 mois. Euh, et ça indique le temps investi par l'équipe pour atteindre son but. Il y a trois sortes de durée: temporaire, durable ou permanente. La temporaire, c'est un temps limité pour réaliser son but, c'est-à-dire que l'équipe le sait qu'elle a un moment précis dans le temps où elle devra avoir atteint son objectif. Durable, ben, ça a une certaine permanence, une certaine pérennité. Et permanente, c'est que la dissolution de l'équipe n'est jamais envisagée et ne peut se prévoir. L'intensité, elle représente le degré d'émotivité ou d'affectivité qui est vécu dans l'équipe au cours de son cheminement, dans les situations d'interrelation et dans l'effort d'atteindre un but commun. C'est une durée psychologique, donc on ne peut pas la mesurer dans le temps. Et l'intensité réussit à suppléer pour la durée. Si nous vivons quelque chose d'intense, donc à ce moment-là, ben, probablement que ça va équivaloir à plus de temps que ce qu'il a été vécu dans les faits mesurables. Maintenant, nous allons aborder la mesure du développement des équipes, c'est-à-dire qu'il y a trois modèles: stade freudien, phase d'évolution et étape de climatisation. Nous abordons d'abord le modèle freudien. D'abord, le stade prénatal. C'est le moment de la gestation, de réflexion par rapport à la naissance d'un groupe, d'une équipe. Il se peut que dans la tête de certains gestionnaires ou de certaines personnes, on a projet de former un groupe. C'est à ce moment-là qu'on a le stade prénatal ou la gestion et la réflexion par rapport à la naissance d'un groupe. Les individus sont tous distincts et caractérisés par leur propre vécu. On dit que l'enfant, évidemment, on fait le parallèle avec Freud, on dit que l'enfant est marqué par l'hérédité de sa famille dont il est issu, ainsi que par la période de grossesse. En groupe, ben, il y a une influence aussi dans la réflexion. On veut un groupe pour telle raison. C'est comme si on créait son code génétique avant de le mettre en marche. Quand on pense au groupe, ben, ça ressemble au départ des gens ayant une certaine vie, une certaine expérience, des habitudes qui viendront marquer la vie du groupe. Le stade oral, c'est la recherche du mode de fonctionnement, la recherche de la structure qui va unir les membres. Le groupe se découvre, il y a des tensions, de l'anxiété, la recherche d'une sécurité à travers une espèce d'angoisse de l'inconnu. Le groupe se découvre un peu comme l'enfant qui vient de naître. Chacun recherche la chaleur humaine. Le groupe étant, par analogie dans le système de Freud, la mère nourricière qui va lui procurer ce qu'il est venu chercher dans le cadre de ce groupe. L'animateur ou l'intervenant est perçu au départ comme étant le père, si on fait toujours l'analogie avec le système de Freud, qui peut être bon ou terrible. Le stade anal, dans la typologie de Freud, c'est l'identité, c'est la période du on. La structure que le groupe se donne prend forme. Les membres deviennent davantage solidaires et ils désignent le groupe comme étant une entité à laquelle ils participent. C'est le début d'une prise de conscience d'une unité qui continue de se chercher. Cette phase n'exclut nullement l'ambivalence des comportements. Certains auront tendance à se replier sur eux-mêmes par peur de s'affirmer ou parce qu'ils ont peur d'être jugés ou qu'ils l'ont déjà été. D'autres voudront s'imposer pour orienter le groupe dans le sens de leur pensée ou pour influencer, voire prendre la place de l'animateur. Au niveau du stade phallique, dans le groupe, comme chez toute personne qui veut accéder à l'autonomie, il faut franchir ce qu'on appelle l'Édipe dans le modèle de Freud, qui est le meurtre du père et le mariage avec la mère. Cette phase, elle est capitale. Si elle n'a pas lieu, l'autonomie du groupe ne prendra jamais sa place. Ce
qu'on appelle ici le meurtre du père n'est pas la suppression de l'intervenant, mais le passage d'un statut imposé de l'extérieur à un statut déterminé par l'équipe. Par ailleurs, le mariage avec la mère est la prise de conscience de la valeur du groupe, de ce qu'il apporte à chacun et à tous. On accepte alors librement d'en faire partie totalement et non simplement comme adhérent ou spectateur. Le stade de latence, c'est la période du nous inconscient. C'est un mot important, le nous. Elle est caractérisée par une grande productivité. Cette période est riche en recherche et en interrogation par rapport à chacun des membres, par rapport aux objectifs et par rapport aux méthodes de travail. Le on impersonnel ne satisfait plus, on n'a pas encore atteint une conscience claire de ce que l'on est. Les membres aspirent à l'unité, mais de façon encore inconsciente. Les comportements indiquent cette aspiration, mais ils ne sont pas tout à fait conscients. L'équipe prend conscience de son besoin d'unité, le groupe arrive à maturité, mais il ne peut l'atteindre sans passer par une crise d'adolescence. La recherche de la personnalité n'aboutit pas à un accord de tous sans rencontrer des oppositions, des conflits. L'animateur ou l'intervenant ne devra pas s'effrayer de cette agressivité qui peut être tournée aussi bien contre lui que contre un autre membre du groupe ou encore contre une minorité qui sert de bouc émissaire. Cette crise qui est nécessaire sera l'épreuve de clarification qui permettra enfin au groupe de trouver sa personnalité, son originalité. Notre prochain modèle est celui des phases d'évolution. Dans les phases d'évolution, il y en a 4. La première, c'est la phase individualiste. On dit qu'elle est indispensable, importante et toujours présente. C'est la phase où les membres ont tendance à fonctionner de manière individuelle, chacun pour soi. Ils ont besoin de s'affirmer et de faire valoir leurs propres besoins tant et aussi longtemps qu'ils ne se sentent pas acceptés pleinement au sein du groupe ou de l'équipe. La satisfaction des besoins de sécurité et d'amour est primordiale. C'est la période du je, toujours présente dans un groupe, qui fait ses débuts. Elle est caractérisée par une certaine anxiété. Cette phase dure tant et aussi longtemps que chacun des membres n'a pas réussi à se faire accepter comme individu, en particulier, là, avec ses caractéristiques propres. Les membres ont besoin de se situer les uns par rapport aux autres. C'est comme s'ils découpent leur territoire et se cherchent un statut au sein du groupe ou de l'équipe. Il va de soi que plus un groupe s'attarde à cette phase, moins il évolue. L'individualisme est la phase de dépendance face à l'intervenant qui donne un cadre et une structure. L'insécurité et le sentiment de confusion qui sont vécus dans les débuts de la vie d'un groupe ou d'une équipe créent cette dépendance. La seconde phase est celle d'identification. Elle indique la personnalité de l'équipe. Celle-ci prend son identité parce que les membres commencent à parler en nous, en on, au lieu de continuer à parler en je. Le début de cette phase est caractérisé par la composition de sous-groupes, surtout si certaines personnes se sentent en minorité. Par la suite, les sous-groupes se fusionnent et l'équipe se solidifie. Plus le groupe est hétérogène, plus cette phase aura tendance à se prolonger. La consistance de l'équipe apprise en s'opposant aux contraintes de l'environnement et en se définissant comme une entité, et ça permet à celle-ci de s'assumer graduellement. À cette phase, il peut y avoir une sous-estimation même d'un groupe majoritaire, où il peut y avoir surestimation des sous-groupes. Cela signifie que l'équipe n'est pas totalement réaliste par rapport à ses capacités comme équipe. On dit aussi que l'identification est la capacité à évoquer l'autre sans perdre son individualité propre. Elle est, de toute évidence, le mode de relation le plus fondamental qu'elle rend les anticipations identiques. L'identification est une phase de contre-dépendance, c'est-à-dire que l'équipe commence à se structurer de manière plus autonome. Elle fonde les assises de la solidarité. Les membres définissent en quoi leur équipe est différente des autres.
Il arrive que l'équipe s'oppose aux autres groupes de l'environnement avec lesquels elle est en relation. À cette phase de son développement, l'équipe se sent assez confiante pour commencer à prendre des initiatives d'action. La troisième phase est celle d'infatuation. C'est la période où tout est possible. L'équipe est bonne, pleine de confiance en soi, les membres commencent vraiment à faire équipe. Le climat est à la confiance. L'équipe vit un genre de griserie collective. Les rencontres sont vécues comme un choix plaisant entre les membres. Les conflits ne sont pas présents. Les personnes souhaitent être ensemble pour des raisons plus nombreuses que simplement l'atteinte des objectifs de départ. Si l'équipe ne dépasse pas cette phase, elle peut devenir une clique, voire une secte. Les membres sont comme dans une croisade et travaillent pour vaincre quelqu'un ou quelque chose. On valorise la compétition contre les membres extérieurs. L'équipe éprouve une grande satisfaction à être unie. Elle se centre sur elle-même. Cette sorte de lune de miel diminue l'esprit critique des membres face à leur propre production. C'est une période d'engouement, de satisfaction excessive et parfois injustifiée. Il arrive d'entendre des propos on sait où on va, ça fonctionne, on est bon, il n'y a plus rien à notre épreuve. Et cette phase d'infatuation est celle de l'indépendance. Cette indépendance est vécue dans le sens d'un sentiment d'autosuffisance face au reste du monde, face à ce qui est externe à l'équipe. Évidemment, le danger, c'est de perdre évidemment son sens critique par rapport à son propre fonctionnement et à sa production. La phase d'intégration, quant à elle, enfin une fois vécu les trois phases qui mènent à cette intégration, qui désignent la maturité de l'équipe, cette intégration ne constitue pas une phase en soi, selon Maillot, mais représente la finalité de l'évolution. Cet auteur décrit l'intégration comme l'acquisition d'une force de production et de créativité. Il identifie et explique deux lois d'intégration. La première loi consiste à accepter et faire accepter par les membres du groupe et vivre des moments d'anxiété inhérents à tout processus de croissance psychique. La seconde loi, c'est l'intégration d'une équipe à la loi de la complémentarité. L'intégration, pour s'opérer de façon durable et en profondeur, doit s'achever non pas par le nivellement des différences entre les membres, mais par leur complémentarité et leur acceptation. Une fois intégrées, et lorsque ces lois sont respectées, les tâches priment sur les besoins individuels ainsi que sur les personnes. L'équipe devient un tout fonctionnel et les membres y retrouvent alors une grande sécurité. L'équipe est davantage capable d'objectivité vis-à-vis de ce qu'elle vit et de ce qu'elle produit. Elle porte moins d'importance à l'opposition pour survivre ni à la compétition. Elle reste sûre d'elle-même sans être présomptueuse. Elle apprécie son action sans se gratifier démesurément. Elle peut devenir responsable au même titre qu'un adulte. Cette dernière phase, qu'est l'intégration, est celle de la manifestation d'une réelle interdépendance. Et maintenant, voyons qu'est-ce que le modèle des étapes de climatisation. Le modèle des étapes de climatisation nous vient de Faubert. La première étape dans ce modèle s'intitule masse dispersée. Cette étape indique que les équipes dont les membres ne se sont pas réunis au même endroit sont en masse dispersée. La particularité de ce modèle, c'est de regarder un groupe, une équipe à un moment précis dans sa vie d'équipe ou dans sa vie de groupe, et ça nous permet d'avoir, je dirais, une photographie instantanée de certains indices de maturation de l'équipe. La deuxième étape, c'est la masse rassemblée. Il s'agit de l'étape où les membres se réunissent. À cette étape, les gens sont encore très individualistes. Ils ne ressentent pas encore le sentiment de faire partie d'une équipe solidaire. Ils se préoccupent de leurs propres besoins avant tout. Selon Faubert, ces étapes ou ces phases se répètent à chaque fois que le groupe se rassemble, mais parfois, de façon tellement rapide, le passage de masse dispersée, masse rassemblée à la prochaine se passe très, très rapidement que la plupart du temps, il dit qu'on ne s'en rend pas compte.
La troisième étape, c'est l'étape de foule primaire. Cette étape a été caractérisée par ce qu'il appelle une sorte de frisson collectif. Ça veut dire quelque chose qui unit là, vraiment les gens ensemble à un moment précis. On perçoit une réaction émotive qui est ressentie par l'ensemble des membres de l'équipe. Les personnes sentent que leur tout est une force et comprend un potentiel plus fort que la simple somme des individus. Donc, il y a un sentiment d'interdépendance ici. C'est le sentiment préalable qui est partagé, qui permet de poser un acte réellement collectif. Et quand on passe, selon ces étapes-là, à la foule secondaire, c'est lorsque l'équipe utilise cette force, cette émotion-là, pour entreprendre une action particulière. On considère que l'équipe est à l'étape de foule secondaire. C'est l'action consécutive au frisson collectif. Le groupe climatisé comporte une dizaine de critères. Donc, le groupe climatisé va être dans un état de relative fonctionnalité. Pour chacun des critères qui suivent, il est possible d'évaluer le niveau d'atteinte, par exemple, sur une échelle de 0 à 5. Alors, voici les 10 critères, selon Faubert, d'un groupe climatisé. D'abord, il y a un intérêt manifeste porté à l'équipe et à ses buts immédiats. Ensuite, conscience d'une unité et fierté de faire partie de celle-ci en dépit des faiblesses et des disputes. Relations interpersonnelles faciles et souplesse dans le respect de ses droits dans le but de conserver l'harmonie de l'équipe. Diminution de l'agressivité envers les autres et sentiment de satisfaction d'être réunis. Acceptation de partager équitablement les responsabilités comme marque de fraternité. Disposition de chacun à agir selon le bien collectif ou individuel lorsque c'est pour les membres de l'équipe. Comportement favorable aux commentaires de la personne responsable de l'équipe, tendance à suivre ses indications, même celles qui se présentent sous la forme d'un conseil fraternel ou sympathique. Acceptation spontanée d'une discipline collective, présentée par l'animateur ou l'intervenant comme étant une règle de groupe ou une loi du groupe, pour permettre la réalisation rapide et la satisfaction des activités et des objectifs. On parle aussi d'une régression du vocabulaire qui pourrait être blessant pour les membres, l'acquisition d'un vocabulaire de groupe, tendance à adopter un comportement de loyauté dans le jeu, acceptation des caractéristiques de chacun, c'est-à-dire, par exemple, certains types de blagues, etc. Tendance à faire état du passé, à se construire une histoire d'équipe. Donc, ce sont là les critères d'un groupe climatisé. Enfin, on arrive à l'étape de la communauté. Les équipes ayant atteint cette étape démontrent une attitude individuelle similaire à celle manifestée collectivement. Ça veut dire que les individus ont intégré les valeurs de l'équipe. Le but commun a priorité sur les buts individuels. Et quand on en arrive à parler de communauté missionnaire, on s'entend qu'on ne voit pas ça de façon régulière partout, dans tous les groupes ou toutes les équipes, mais il arrive que certains groupes ou certaines équipes en arrivent à ce stade-là. Donc, quand on parle de communauté missionnaire, ici, c'est une étape de climatisation dont les membres agissent uniquement et constamment en fonction du but commun, même au détriment de leur vie personnelle. Et notre dernier petit modèle qui porte sur la maturité de l'équipe. Maillot, dans un premier temps, puis Mertens et Morval ont identifié certains critères de maturité du groupe. Donc, on peut évidemment regarder l'évolution d'une équipe à travers ces critères-là. Plus le critère est présent, fortement présent, plus on va penser que le groupe ou l'équipe a une grande maturité. Donc, le premier, on parle de l'intégration des buts. C'est qu'à ce moment-là, les membres subordonnent leurs besoins personnels aux exigences de la tâche. On va constater un équilibre entre les besoins personnels et la tâche de l'équipe, ce qui va favoriser la priorisation des tâches sur les personnes. Chaque membre s'engage dans l'exécution de ses fonctions en donnant le meilleur de lui-même et en y consacrant de l'énergie. Le deuxième critère, c'est la mobilité dans la participation.
Tous les individus se sentent libres d'accepter ou de refuser, de répondre aux demandes externes et ils tentent de trouver des solutions convenables pour l'ensemble de l'équipe. Donc, quand on parle de mobilité dans la participation, c'est qu'on a tendance à se servir des forces des uns et des autres. L'utilisation fonctionnelle des ressources, c'est que les tâches sont distribuées selon les ressources de chacun et selon les étapes de la tâche à accomplir. Ces ressources-là peuvent être intérieures ou extérieures à l'équipe. Les membres doivent savoir faire appel à des ressources externes et mettre fin aux relations qui nuisent à l'atteinte du but de l'équipe. Donc, aucune fonction n'est donnée de manière permanente. La validité des communications, on dit qu'elle doit se faire en ce qui concerne la tâche et sur le plan de la solidarité entre tous les membres, y compris la personne responsable. Un langage commun fait de symboles et de codes est nécessaire pour que les membres se comprennent. Et les membres doivent porter un intérêt réel à la communication. Le 5e critère, c'est les membres qui sont capables de dialoguer. Alors, la communication est fonctionnelle. Ça implique que qu'on n'accepte pas les monologues et qu'on privilégie les conversations sur les divers aspects du travail ainsi que sur la dynamique de l'équipe. Le 6e critère, c'est le niveau de cohésion optimale. L'équipe perçoit l'union des personnes comme étant basée sur les exigences de la tâche. Les membres sont aptes à coordonner les rencontres et à harmoniser leurs efforts à l'égard de cette tâche-là. L'interdépendance des membres repose sur l'autonomie des membres ainsi que sur leur indépendance respective. Ça peut sembler paradoxal, mais l'interdépendance, c'est aussi la reconnaissance des différences, d'où l'importance de l'indépendance respective. Le 7e critère, c'est la perméabilité des frontières. L'équipe doit s'intégrer, mais jamais devenir une clique totalement homogène et incapable d'accepter d'autres membres. L'équipe ne se sent pas menacée par les départs ou les arrivées des membres. Un autre critère, qui est le 8e, la prise de décision par consensus. Ça veut dire que l'équipe est capable de prendre les décisions par consensus et lors de décisions difficiles et en cas d'opposition sur un élément, les membres en arrivent quand même à un accord qui répond adéquatement et qui respecte l'ensemble des membres de l'équipe. Le niveau de profondeur des consensus donne un indice sur le niveau de maturation de l'équipe. Le 9e critère est celui de la malléabilité des procédures. Elles deviennent moins strictes. Le groupe les adapte au fur et à mesure. Elles servent plutôt de balises, sans pour autant devenir rigides. Finalement, elles sont considérées comme des outils de performance et non comme des contraintes. Et enfin, le 10e critère, c'est que le groupe est capable de créativité. Une équipe mature va accepter les différences et les utilise en augmentant la créativité des solutions et des activités dans la réalisation des tâches. En conclusion, pour la dimension évolutive, nous avons vu que la naissance peut influencer l'évolution d'une équipe, les types de naissance ayant un impact, tout autant que les modes d'accès, que la durée et l'intensité. Aussi, nous avons vu différents modèles de la mesure du développement des équipes qui nous permettent de comprendre où en est rendue l'équipe en observant, en écoutant, en identifiant des comportements qui sont observables et mesurables.